L'économe, l'essentiel de l'économie en Eneco. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir, comme chaque vendredi soir, sur votre chaîne Irtisadia Al-Oula pour décrypter l'actualité économique nationale et internationale de la semaine. Une semaine marquée déjà par cette rentrée sociale et parlementaire, mais également scolaire très prochainement. Que prévoit cette année pour l'Algérie? Des défis à relever, des objectifs à atteindre et des projets économiques prometteurs en attente. Mais pas que, car les chiffres, eux aussi, annoncent que l'économie nationale, plus que jamais, se porte bien. En effet, les réserves de change grimpent de 20 milliards en moins de 6 mois. L'Algérie, qui a tout le temps veillé sur sa souveraineté, tout en œuvrant à diversifier son économie, aujourd'hui œuvre à multiplier ses partenaires économiques dans les 4 coins du monde. Autant d'éléments à soulever dans cette émission, autant de chiffres à décrypter. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Idil Sassi, expert financier. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. À l'occasion, Idil Sassi, à l'occasion justement de cette rentrée politique, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a déclaré ce lundi, dans son discours d'ouverture de cette session parlementaire ordinaire 2023-2024, que les réserves de change de l'Algérie ont grimpé à 85 milliards de dollars, soit une augmentation de 20 milliards de dollars en moins de 6 mois. Le site électronique Algérie 360 a publié un article sur ça, sur justement ce chiffre déclaré, enfin annoncé par Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation. Cette augmentation, Idil Sassi, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Tout simplement une bonne nouvelle. Donc, nous sommes tous rassurés. Je parle en tant que citoyen, mais aussi tous les acteurs, c'est-à-dire les acteurs économiques, les Algériens, toutes les classes confondues, nous sommes rassurés. Ce chiffre, il est rassurant, ça veut dire qu'il nous permet entre guillemets, de rêver, c'est-à-dire de penser… Donc, contrairement à ce que certains pourraient penser, l'économie algérienne se porte bien, hein. Elle se porte bien sur le plan prudentiel. Donc moi, je porte une évaluation, je suis dans la conformité bancaire et financière, je porte une évaluation technique de ce que nous avons. L'évaluation technique, c'est que sur le plan prudentiel, il y a eu une gestion prudentielle très bien faite qui a permis de garder les grands équilibres. Nous avons eu une gestion des indices pour la liquidité bancaire qui a été bien maintenue, malgré l'inflation importée majoritairement due à la crise post-Covid. Il n'y a pas eu de glissement majeur. La cherté que nous sommes en train de connaître maintenant, elle est cyclique. Sur le plan économique, je rentre directement peut-être sur des aspects techniques. L'inflation en Algérie, c'est un cycle de 3 ans généralement. Donc Oui. on commence à ressentir des anciennes mesures maintenant, depuis quelques mois, depuis 2 mois à peu près. Il y a un renforcement des prix du baril suite à des décisions de l'OPEP+, et suite à des variantes géopolitiques et autres économiques, on pourra en parler après. Mais en tout cas, ce n'est qu'une bonne nouvelle parce que ça renforce la position de l'Algérie. Et puis nous, en tant qu'Algériens, ça nous laisse rêveurs pour la suite. Optimiste. Voilà. Bien sûr. Plus qu'optimiste, Oui, ça m'étonne. parce que voilà, les voyants sont au vert et il faut le dire clairement à nos compatriotes qui nous écoutent ce soir. Vous savez, il y a deux axes qui sont fondamentaux. Le premier, c'est que le prix du pétrole est en train de chatouiller les 90 $, ce Bien qui sûr. est très très bon pour notre économie. En moins de 6 mois, les réserves de change sont passées de, somme toute, 65 milliards de À dollars 85 milliards à de dollars. 85 milliards de dollars, soit 20 milliards de plus. Exactement. Et un autre, en Il s'agit- parallèle, Ensuite, Samir Hadi, permettez-moi de vous interrompre. Il s'agit, pour nos chers téléspectateurs, du plus haut niveau de réserve de change enregistré depuis 6 ans, c'est-à-dire depuis Tout à fait. 2017. hein. Depuis 2017. Exactement, oui. Et pour terminer donc mon propos, en parallèle, on observe que l'économie hors hydrocarbures est en train d'atteindre un chiffre jamais vu depuis l'indépendance. Nous sommes pratiquement à 13 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Donc sur le plan
des hydrocarbures et de l'économie hors hydrocarbures, l'ensemble des voyants sont au vert. Alors avant de Exact. parler de cette diversification de l'économie, Samir Redi a abordé les exportations hors hydrocarbures. J'aimerais rester sur ce chiffre communiqué par le président du Conseil de la Nation et qui concerne les réserves de change. Sur le plan africain, qui se compare, sur le plan africain, l'Algérie se hisse au second rang des plus grandes réserves de change. Alors, quand on remarque que la position de l'Algérie dans le continent et les investissements algériens aussi, et là je parle des 1 milliard de dollars investis en Afrique, cela nous pousse à être peut-être à nous demander pourquoi les échanges commerciaux avec nos voisins du Sud restent toujours minimes. Sami, enfin, Oui, Idriss Sassi, alors, pour répondre à cette question peut-être. disons que nous sommes par nature optimistes. Et il y a eu des facteurs externes, effectivement, mais encore une fois, il y a eu une gestion prudentielle durant une crise mondiale. Les résultats sont là. Il n'y a pas eu un glissement sur le plan de l'inflation. Il y a eu une retenue des autorités publiques. Oui. J'ai été il n'y a pas longtemps en Turquie. La lire turque, il faut rajouter des zéros. Ça veut dire les autorités ont du mal à gérer l'inflation. Même Nous avons l'inflation tenu le coup. qui a atteint plus de 59% hein, Exactement, en Turquie. exactement. Nous avons tenu le coup malgré la pression sociale qu'il faut bien sûr gérer. C'est clairement parce que le citoyen, lorsqu'il y a la cherté de la vie, l'Algérie est un pays social, donc il y a lieu de répondre. D'accord? Après, j'ai été sur le plan régional, donc Afrique du Nord, de par ma profession dans le passé, il y a une attente. L'Algérie est un pays qui fait germer des attentes en Afrique. Nous avons été dans le passé, rapidement, nous avons été un pays qui a nationalisé ses ressources. Nous avons été un exemple. Nous pouvons aller sur d'autres sujets, comme étant l'exemple dans beaucoup de domaines. Sur le plan de l'extension, c'est-à-dire de l'impact de nos échanges commerciaux et économiques vers au moins le Sahel, il y a eu l'ouverture de quelques banques, de quelques agences algériennes. J'ai eu l'occasion de partager mon point de vue. Et là encore, peut-être que nous avons un léger retard à rattraper encore, concernant les banques. Hein, je parle des banques. Exactement. Si on va au Nigeria, au Rwanda, etc., bon, ils sont dans un... Alors, je ne dis pas que nos banques ne sont pas compétentes. Nos banques, elles ont évolué dans un système qui était différent. Maintenant, depuis plusieurs années, elles doivent s'adapter maintenant. Exactement. Nous sommes dans une économie ouverte et donc nous avons une adaptation à faire. D'accord? Le système algérien, bancaire et financier, il est basé essentiellement sur le contrôle d'échange. Le contrôle d'échange, il rend service d'une certaine manière, mais il est contraignant. C'est-à-dire que le potentiel du pays sur beaucoup de choses, il est maintenu. Il faut une réforme, c'est clair. Cette réforme, je pense qu'il faut du temps pour la tenir, d'autant qu'elle aura un impact sur l'inflation, sur le volet social, etc. Avant d'arriver jusque-là, j'ai proposé de penser à donner de l'agilité et de la flexibilité à notre bras financier. Pourquoi pas créer des zones franches pour nos banques? BEA offshore, à Alger. Ça donnera de la liberté. Ça donnera de la flexibilité. Oui. Demain, la stratégie marketing de la BEA au Sénégal, par exemple, elle n'est régie que par ce qui se passe au Sénégal, bien sûr par les attentes sectorielles du pays d'origine, mais sur le plan technique, elle est elle a de la compétitivité. Ça veut dire qu'elle peut faire de la compétition avec d'autres acteurs de l'environnement dans lequel elle va évoluer. Mais si elle part du contexte algérien, qui n'est pas que dépassé, mais il est différent surtout, ça va prendre du temps. Et nous sommes dans un monde qui va en accélération. La Chine, elle consacre 250 milliards de dollars pour l'export, pour l'investissement, le soft power économique. Donc l'Algérie, si on veut mettre de l'argent à disposition pour cette force, pour influencer, pour créer de la richesse, nous sommes un pays qui défend le développement souverain. Et ça parle aux Africains.
Nous respectons nous ne sommes pas là pour venir Piller ou faire sacrifier. des choses comme ça. Mais Monsieur Sassi, il y Oui. a aussi un coup d'accélérateur qui a été donné à cette politique de redéploiement de l'Algérie en Afrique. Il faut quand même rappeler aussi à nos téléspectateurs que l'Algérie a ouvert aussi une ligne aérienne avec Exact. Johannesburg et l'Afrique Oui. du Sud. qui est Pour quand même renforcer ce peut-être géant l'axe africain. Alger-Pretoria. Oui. Voilà, et pour aussi ouvrir de nouvelles opportunités. Autre élément aussi qui doit être souligné. L'Algérie est en train d'entreprendre un renforcement stratégique sur le plan économique de ses échanges avec Abuja, c'est-à-dire le Nigeria. Ouais. Il y a Une aussi, puissance économique aussi du Ah bah, tout continent à fait. nigérien. il y a aussi l'ouverture de comptoirs portuaires avec le Sénégal et la Mauritanie. Oui. Voilà, et cela aussi. Donc il y a une nouvelle vision et un redéploiement stratégique sur le continent qui doit être aussi rappelé. Voilà. C'est des réformes de fond qui ont été menées. La loi sur l'investissement en Algérie, je n'arrête pas de le dire et de le répéter. La loi sur le foncier, elle est historique. Ce n'est pas facile de réformer dans le foncier, partout dans le monde. Et puis particulièrement chez nous. On veut numériser, ça veut dire on veut donner de la La transparence. volonté, Il faut du courage pour le faire, c'est Oui. clair ça. mais la Après, volonté est présente. Ça, c'est- La volonté est liée, c'est clair. Mm. Moi, quand je vois la loi sur l'investissement et ce qui vient après, les lois, elles sont là. Le président de la République, les députés, tout le monde défend la cause. Il y a ce qui vient après, les procédures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cet élan se perd. Et cette suite-là, ce deuxième souffle, il faut qu'il vienne. Nous avons des réserves, nous avons tout pour aller de l'avant. Il faut un souffle nouveau. Parce que quand on mène des réformes profondes, à un moment donné, ça risque de coincer, de flotter un petit peu. Il faut donner un nouveau souffle et on a tout pour réussir. Samir Haïdi, peut-être pour rajouter quelque chose. Oui, l'ensemble des ingrédients sont réunis pour réussir ce défi, ce pari aussi. Exactement. Et je suis incontestablement certain que on va réussir à relever ce défi parce qu'il y a une attente sur le continent africain. Exactement. Et l'Algérie est reconnue de tous pour aussi sa symbolique, sa présence économique Bien aussi, sûr. son Principes, produit ses aussi. positions aussi parce que- politiques. Les produits algériens sont extrêmement attendus lors des foires, des nombreuses foires économiques, que ce soit à Dakar, etc. On voit que les populations subsahariennes notamment sont en attente du produit algérien. Je rebondis sur le même thème. Je parle de finances, de banque, parce que c'est vraiment le plus important. Ça aide. Donc c'est un facteur qui aide. Il y a beaucoup de pays africains qui sont en reconstruction ou bien qui ont enclenché un développement. Ils ont besoin de ciment. Nous avons des montagnes de clinker en Algérie. Sauf qu'ils n'ont pas les capacités portuaires pour recevoir suffisamment de chargement. Donc il y a l'investissement sur la route. Pourquoi pas holding BEA ou holding groupe cimentier algérien, je construis l'usine de transformation de mon clinker là-bas. J'investis. J'ai une vision d'investissement qui a suffisamment d'intelligence économique pour identifier les opportunités et les risques. Parce que dans l'économie, l'investissement, c'est bien quand on gagne, mais nous sommes responsables et nous gérons des risques. Donc, risk and opportunity. Donc, le FNI, Oui. il faut lui donner cette vision. C'est-à-dire qu'il va faire de l'intelligence économique. Au Sénégal, l'aéroport est financé par les Turcs à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière, il y a des retombées. Donc, nous sommes maintenant un grand producteur de ciment. On peut voir ce genre d'opportunité. Et lorsqu'on met en place des unités de production de X, Y, Z de produits, le reste suivra. Même les agences bancaires suivront automatiquement. Il y a le fameux projet Tindouf Zouirat qui Oui, va exactement. ouvrir de nombreuses opportunités. Une plateforme. Et nous exactement. pouvons proposer aussi à certains pays voisins, tels que le Niger, une ouverture sur la Méditerranée. Bien sûr, exactement. autant de projets qui sont en réalisation. Vous avez évoqué la Turquie, Oui. Sassi. Et en parlant de la Turquie, il y a un sommet Turquie-Algérie qui se prépare. Samir Haïdi, j'ai lu l'article sur Al-Moujahid, vous travaillez à Al-Moujahid. Quelques détails sur ce sommet. Alger qui se rapproche d'Ankara. Alors le partenariat algéro-turc est en voie de pérennisation, clairement.
Et les chiffres sont au beau fixe. Il y a un partenariat économique stratégique qui est en train de s'installer. Vous savez, la Turquie a plus de 1500 entreprises dans notre pays, ce qui fait de la Turquie le premier pays en termes de nombre d'entreprises en Algérie. La Turquie vise à investir plus de 10 milliards de dollars en Algérie. Et nos échanges commerciaux s'élèvent à plus de 5 milliards. Oui, Donc, avec la Turquie. voilà, donc il y a un renforcement de ce partenariat, des visites régulières au plus haut niveau de l'État. Le ministre des Affaires étrangères aussi, M. Ahmed Attaf, était à Ankara Oui. il y a quelques jours. Et, Il a rencontré le président turc aussi. Tout à fait. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu à Alger incessamment. Par conséquent, le partenariat algéro-turc est en train de connaître une nouvelle dynamique. Et encore une fois, on parlait d'opportunités, de nombreuses opportunités sont en train de s'ouvrir. D'autant plus que la Turquie cherche à se redéployer aussi en Afrique. Et nous pouvons proposer à ce pays asiatique aussi une ouverture en Afrique. Parce qu'on est la porte de l'Afrique aussi. Hein. Parce qu'on est la porte de l'Afrique, on est au cœur du continent. Oui. Et en même temps, on peut y aller ensemble via des joint ventures ou d'autres projets de ce type. Alors, ceci dire, peut-être les enjeux de ce rapprochement. C'est naturel. Donc, il y a beaucoup de similitudes entre, même socioculturelles, etc., entre l'Afrique et l'Algérie, la Turquie et l'Algérie. C'est un exemple de réforme. La Turquie est parmi les premiers pays qui ont mené cette réforme, cette fameuse réforme de contrôle d'échange dans les années 90. Ce n'était pas une réforme facile, mais ça, elle a donné, elle a réussi. C'est un exemple à observer aussi pour l'avenir, même s'ils ont des problèmes financiers qui vont peut-être se voir dans pas longtemps. La Turquie qui a une expérience dans le secteur bancaire aussi. Hein. Une grande expérience. Oui. C'est devenu une plateforme, la Turquie, une plateforme financière, même industrielle. Donc, ils ont, ils ont une grande expérience dans le offshore, à Izmir, à Samsun, etc. C'est des zones offshore qui sont très bien maîtrisées. Beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Italiens fabriquent là-bas. Maintenant, sur le plan bilatéral, comme je connais un petit peu le monde de l'investissement, il y a des accords qui devraient peut-être... Il y a eu un accord qui a listé des produits qui pouvaient circuler et d'autres non, ce qui est bien, parce que si on ouvre à un pays qui est trop compétitif, ça risque de nous asphyxier quelque part. Donc la liste est justifiée, mais il y a des produits essentiels qui sont surtaxés, qu'il y a peut-être de la matière à revoir, il y a de la plus-value à gagner de part et d'autre. Il y a certains accords en bilatéral sur le plan d'échange économique qui, je pense, qui vraisemblablement devrait être révisé. Selon vous, la Turquie va partager son expérience dans le secteur bancaire avec l'Algérie. Exactement. Le secteur bancaire, comme je disais, c'est une plateforme, la Turquie. C'est une plateforme à regarder de près pour ses qualités et ses défauts. Mais pas que. Voilà. Oui, mais pas que, M. Belouchet aussi. Dans la mesure où la Turquie est aussi très présente dans le domaine des industries lourdes en Algérie. J'ai ce projet aussi, par exemple, Toysali, de Betiwa à Oran, qui est en train aussi de connaître une expansion impressionnante, et aussi les industries textiles avec le projet Tayal à Realizan. C'est les leaders. Qui a signé de nombreux contrats avec de grandes marques internationales aussi. Et autre point, de quoi est le nom de ce quand on parle de partenariat algéro-turc? Ça cache aussi, enfin, ça symbolise aussi cette volonté algérienne de diversifier ses partenariats. Justement, il n'y a pas que la Turquie, il y a aussi les États-Unis. Les États-Unis, l'Italie aussi. L'Italie, l'Angleterre aussi. Oui, donc, d'autres pays, parlons par exemple des États-Unis. C'est vrai qu'il y a eu un rapprochement entre Alger et Washington ces derniers temps. L'Algérie, enfin Washington, n'a pas voulu perdre l'Algérie. Hein. Tout à fait. Voilà, elle sait que l'Algérie est une puissance économique. D'ailleurs, c'est Biden, le président américain, qui l'a dit. Et qui a même dit textuellement que l'Algérie est cette puissance régionale sans qui rien ne peut se faire en Afrique. Et on voit bien les activités de l'ambassadrice des États-Unis, donc Madame Obin, qui ne rate pas une occasion pour appeler au renforcement à tous les secteurs de la coopération algéro-américaine. Bien sûr, tout à fait. Ça, c'est dire concernant cette relation entre Alger et Washington, toujours dans le secteur bancaire. Oui, définitivement. Pour moi, les États-Unis, Algérie, c'est historique.
Ça veut dire que Oui. c'est naturel. Les investissements majeurs dans le domaine de l'énergie, beaucoup de domaines, c'est clair, net et précis. L'histoire des pays pétrodollars, comme l'Algérie, nous sommes un pays dans la périphérie du pétrodollar. Donc, nous avons des intérêts communs. C'est clair, net et précis. Quand on a des réserves de change, nous avons des réserves de change de dollars. Il y a quelque chose derrière. Ça veut dire qu'il y a une force d'achat, d'influence, etc. Oui. Mais au-delà, les États-Unis, avec l'Algérie, je pense que sur le plan de la diversification de l'économie, j'ai vu personnellement des initiatives qui vont venir Oui. dans le domaine Avec les agricole, dans le États-Unis, domaine oui. de l'hydrogène, c'est le futur de l'énergie. Et j'espère que ça va suivre bientôt. Personne ne peut négliger un potentiel marché. Nous sommes un grand marché en Afrique du Nord, mais aussi énergie, jeunesse et formation et stabilité. Nous sommes un pays exportateur de stabilité et c'était la phrase utilisée par Madame Clinton à l'époque. Oui. Samir Haïdi, justement, en parlant des secteurs, quel est le secteur que Washington ou bien les États-Unis peut contribuer à relancer en Algérie? Par exemple, on sait que les États-Unis sont très forts en tout ce qui est énergie verte. Quel est le secteur, selon vous, quels seront les secteurs ciblés par ce Alors, rapprochement? Oui. outre l'agriculture, il y a aussi les énergies renouvelables, les services, les industries aussi. Mais un autre secteur aussi, Washington est disposé à accompagner aussi l'Algérie dans la diffusion aussi de la langue anglaise. les Langue États-Unis. qui peut nous ouvrir de nombreuses opportunités à l'international, dans la mesure où tout se passe en anglais en dehors de nos frontières nationales. Et ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que Washington aussi veut renforcer aussi sa coopération sécuritaire avec notre pays. D'accord, très bien. Alors, restons à l'international. Après avoir demandé à rejoindre la Banque des BRICS avec une contribution de 1 milliard de dollars, et là, je vous propose de lire ce papier signé Ammar Farah du soir d'Algérie, un BRICS de perdu, 10 voies de salut retrouvées. Voici l'article du soir, un BRICS de perdu, 10 voies de salut retrouvées. Alors, l'Algérie souhaite aujourd'hui adhérer à l'organisation de coopération de Shanghai. Quelle est cette coalition économique et l'Algérie va-t-elle être membre de cette organisation? Samar Hamadi nous livre les détails. Gagner une place au sein de l'organisation de Shanghai pour la coopération. Une volonté affichée par l'Algérie par son ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, qui a rappelé la contribution de son pays au capital de la Banque de Shanghai pour l'investissement dans les infrastructures. Il s'agit d'une organisation non gouvernementale créée à Shanghai le 15 juin 2001. Ses membres sont actuellement la Chine, la Russie, l'Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Pakistan, le Tadjikistan et l'Iran. L'organisation milite pour un monde multipolaire basé sur le co-développement et la lutte contre les inégalités au niveau planétaire, se réclamant de ce que l'on appelle l'esprit de Shanghai, où en termes géographiques, l'OCS est la plus grande organisation régionale couvrant 34 millions de kilomètres carrés. L'Algérie a déposé une demande pour adhérer à l'organisation de coopération en tant qu'observateur. Le pays, dont le PIB selon le FMI est estimé à 193 milliards de dollars pour 2022, pour une population d'environ 45 millions d'habitants. L'objectif stratégique est d'accélérer les réformes pour une économie diversifiée afin de peser dans les relations internationales et être au diapason de la nouvelle reconfiguration géopolitique et économique en cours, surtout avec les derniers événements au Niger et au Gabon qui posent la problématique de la sécurité de l'Algérie. L'objectif sera aussi de mieux consolider les alliances dans l'espace africain et euro-méditerranéen, son espace naturel mais également en Asie, qui émerge en tant que pôle géopolitique et s'impose en tant que centre de gravité. En bref, la puissance d'une nation se mesure au poids de son économie. Alors, l'Algérie sera-t-elle acceptée au sein de l'organisation de Shanghai? Alors avant de parler de l'organisation de Shanghai, Samir Haïdi, je me tourne vers vous. Algérie, BRICS, l'Algérie a tout à gagner? Comme l'a dit M. Attaf, qui est le ministre des Affaires étrangères, l'Algérie continuera à travailler avec ses alliés, quel que soit le format ou les organisations.
Et effectivement, l'organisation de la conférence de Shanghai est un nouveau défi intéressant, dans la mesure où cette organisation Qu'est-ce eurasienne, qu'elle a de spécial, cette organisation, Samir Haïdi? elle regroupe 9 pays avec des potentialités économiques très importantes. Il y a la Chine parmi ces pays, la Russie également, mais d'autres pays aussi comme le Kazakhstan ou l'Iran qui vient d'y adhérer. Il y a un proverbe africain qui dit que seul on va vite, ensemble on va plus loin. C'est à peu près cette logique-là que regroupe aussi cette organisation internationale. Comment dirais-je? Adhérer à l'organisation de la conférence de Shanghai nous permettra aussi d'accélérer notre diversification en termes de partenariat avec les grandes puissances aussi. Tassi Haïdi, l'organisation de Shanghai, qu'est-ce qu'elle a de spécial pour vous et pourquoi l'Algérie? On parlait du bilatéral entre l'Algérie et les États-Unis. Et donc, je voulais aussi, comme je l'avais dit pour les BRICS il y a quelque temps, l'Algérie, c'est le pays qui a gardé cette faculté de pouvoir parler à tout le monde, sans arrière-pensée et sans problème. C'est-à-dire, nous sommes transparents et souverains. Et donc, Shanghai, c'est une opportunité. Je pense toujours que notre pays doit toujours chercher le partenariat. Partenariat, ce n'est pas alliance. Donc, parce que alliance, nous sommes dans la politique, nous sommes dans d'autres considérations. Pourquoi pas des alliances? Donc, le monde est en train de bouger, les axes sont en train de bouger. Il faut réfléchir effectivement aux alliances, etc. Mais nous sommes dans une logique de partenariat. On est là pour donner et gagner. Shanghai, c'est aussi 40% du flux du gaz liquéfié. C'est la mer de Chine. Donc, c'est tout ça. C'est un enjeu majeur dans le monde et c'est l'enjeu de la mer. Après, il y a effectivement, comme les BRICS d'ailleurs, il y a l'Inde et le Pakistan qui sont dans la même organisation. Il y a la route de la Chine qui traverse le Cachemire. Ouais. Il y a beaucoup de questions. Maintenant, après, ce genre d'organisation permet à tout le monde de faire avancer le partenariat gagnant-gagnant. Donc nous, en tant que pays africain et régionalement important, nous avons tout à gagner à aller vers ces organisations. Je pense que dans l'avenir, en tout cas, dans un avenir qui n'est pas très loin, ces positions de partenariat de l'Algérie et de fait de rester observateur et de pouvoir parler à tout le monde vont faire que nous serons un pays qui va beaucoup être attractif pour les capitaux. Je parle en tant que banquier parce que cette position n'est pas facile. On n'est pas être un pays neutre et le démontrer et être respecté par les plus grands pour cette position nous donne de l'attractivité en termes de flux de capitaux et d'investissements. J'espère que cette vision va suivre sur le terrain, sur le plan des réformes qui vont permettre que nous devenions dans l'avenir un hub pour notre région et pourquoi pas pour l'Afrique. Alors, et en plus de l'Afrique, l'Algérie s'intéresse aussi à l'Asie, n'est-ce pas, Tassi Haïdi? Parfaitement, parfaitement. Shanghai est une organisation d'opportunités, de commerce. C'est la route de la soie. Nous sommes au bout de cette route, attention. Donc, le port d'El Hamdaniya, nous nous retrouvons au bout de cette chaîne. C'est une chaîne de développement. Le Pakistan a bénéficié de beaucoup de projets structurants de routes qui traversent d'ailleurs le Cachemire, entre parenthèses. Après, c'est une organisation qui lutte contre les extrêmes. Elle lutte contre le séparatisme, contre telle chose. Et il y a tout un travail de coordination. Ça va en droite ligne avec les positions souveraines de l'Algérie et du fait que nous cherchons la sécurité, la lutte contre l'extrémisme, etc. Comment l'Algérie pourrait sauvegarder sa souveraineté économiquement parlant, Qu'est-ce qu'elle doit faire? Honnêtement, je pense qu'en matière économique, c'est une histoire d'équilibre. Je dois arrêter d'importer parce que je ne suis pas un bazar, mais il y a un juste milieu entre importer et produire. Donc, limiter les importations. On limite filtrer les importations, filtrer les importations, mais il y a un juste milieu entre l'importation et la production. Toute économie, tout fonctionnement logique d'une économie, il y a un juste équilibre entre les deux. La souveraineté, c'est ne pas s'endetter. Nous sommes tous d'accord. Mais il y a de la subtilité derrière. Je ne m'endette pas, mais il y a des garanties bancaires. Il y a des projets structurants pour l'investissement.
Ça veut dire qu'on doit avoir cette faculté, cette capacité de peser le pour et le contre. Avoir des positions qui vont nous donner l'illusion de renforcer notre souveraineté, alors que sur le plan économique, nous allons perdre beaucoup, ce n'est pas renforcer notre souveraineté. Avoir un data center pour nos données personnelles, c'est la souveraineté. Nous n'avons pas actuellement un data center. La loi sur la protection des données personnelles, elle vient de sortir. Le data center, c'est de la souveraineté. C'est un investissement qu'il faut faire. Après, bloquer, je ne sais pas, ne pas faire dans le détail quand on décide d'arrêter un produit, etc., ça peut impacter économiquement. Et l'économie maintenant, c'est très important. Je dois être fort par l'économie aussi, pas que. Donc rebooster aussi le produit national. Exactement. Maximiser la production nationale aussi. Quand je donne de la force à mes banques, à mes opérateurs sur des zones pour aller conquérir des marchés, quand je leur offre de l'argent, comme font les Chinois, quand je leur permets d'aller faire des levées de fonds à Londres, c'est de la souveraineté, c'est du soft power, c'est impactful, comme on dit. Donc, c'est une vision traditionnelle qui est bien, elle est respectée, et c'est un point commun quand on parlait des États-Unis. Les pays fiers de leur liberté, comme nous, ça, c'est respecté. Et c'est la réalité, ce n'est pas théorique. Donc après, il faut faire un pas. Maintenant, il y a des jeunes, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui ont eu de l'expérience, etc. Et maintenant, il faut faire confiance. Il faut aller conquérir ces marchés. Autrement, nous risquons de rater une guerre. Vous avez évoqué Voilà. la numérisation. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de start-up audacieuses qui sont en train de refaire le décor, par exemple, du secteur de la finance. J'aimerais qu'on parle de la fintech là. Ces start-up, est-ce qu'elles sont aidées, soutenues? Alors, l'Algérien est très commerçant. Il a l'esprit pionnier. Il va en Chine, il va partout, il va vous ramener. J'ai eu à voir, je vous donne un exemple. Je suis de la région à peu près de Borj Béjaïa, etc. Borj, c'est une région qui a fait la transition entre l'agriculture et l'électronique sans passer par un intermédiaire. Ouais. D'accord? De l'agriculture vers l'électronique. Condor D'accord? et compagnie, oui. Nous sommes agiles. Nous savons, il faut donner l'opportunité, les gens peuvent faire. Après, dans le domaine des startups, on a des startups, on a des lois bancaires qui ne suivent pas. Une startup qui ne peut pas payer un Facebook, etc., elle est isolée du monde. Elle ne peut pas prétendre à se développer ni devenir un hub. On ne peut pas être un hub si on ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des solutions dans le offshoring, etc., ou bien des mesures détaillées, exceptionnelles, parce que malheureusement, c'est le monde qui est fait comme ça. Dans l'économie, maintenant, on ne fait pas dans le détail. Et on ne fait pas dans le tas. Ça veut dire qu'il faut y aller dans le détail. Et donc, ces startups, on doit leur ouvrir la voie. On doit leur permettre d'avoir un minimum de capital qu'elles peuvent payer des frais, etc., pour se développer et impacter leur environnement. Ce n'est pas le cas actuellement. Est-ce qu'on a fait la manière de financer les startups? On est toujours dans l'esprit de financer la machine. La startup, on finance l'idée, on ne finance pas la machine. D'accord? Donc, même les mécanismes de financement particuliers qui sont dressés pour ça, ils y sont, mais ils n'y sont pas comme il faut. Les fonds qui sont spécialisés, que ce soit dans l'agriculture, il y a la loi sur la monnaie et le crédit qui est là. On a prévu des banques d'affaires, on a prévu des choses, mais il y a des mécanismes sur les textes d'application, sur les procédures. J'espère qu'ils vont suivre l'esprit de cette loi, que ce soit la loi sur l'investissement, la monnaie et le crédit. J'ai vu la loi sur l'investissement, elle a fait des allers-retours chez le président de la République pour dire « je veux une loi stable, je veux car ça la et ça ». stabilité Ça veut des lois dire exactement. attire les Bien investisseurs sûr. aussi. Ça veut dire que la volonté en haut, elle y est. Après, sur le terrain, il faut y aller, quoi. Cependant, Pour une fois, les startups. La volonté est liée. Je veux Oui. dire, même les gens qui gèrent le fonds, j'ai eu à échanger avec eux. Cette idée de financer l'idée, pas la machine, tout ça, nous avons eu l'occasion de partager, nous avons eu des feedbacks et nous continuons à militer sur le terrain pour dire ce que nous pensons bon. Maintenant, sur le plan de l'efficacité des programmes, quand on trace un programme au début de l'année, qu'à la fin de l'année, on n'a puisé que 30%, dont la moitié, c'est des frais de fonctionnement, il y a une problématique d'efficacité dans l'exécution des programmes d'investissement.
Pour moi, et je le dis, il faudrait envisager une autorité à un haut niveau qui va travailler sur la question de l'investissement. Je parlais d'intelligence économique. Nous avons un bras qui est le FNI. Nous voulons des voitures, on peut les acheter. On peut acheter des compagnies qui fabriquent les voitures. On veut l'Afrique pour la banque, on peut acheter un réseau bancaire qui est prêt. On l'achète. J'ai vu passer des réseaux bancaires qui n'étaient pas très chers parce que le réseau bancaire, on achète le passif et l'actif. Donc, on peut se positionner avec un fonds national d'investissement comme font les pays nordiques avec des fonds souverains, etc. Et puis, sur le plan interne, il y a l'intelligence économique, mais il y a aussi, c'est-à-dire le monitoring. C'est quoi le monitoring? Moi, j'ai la loi. La loi, elle prévoit X, Y, Z. Mais sur le terrain, il y a quelque chose qui ne tourne pas bon. Je fais du monitoring. J'ai suffisamment d'autorité pour aller contrôler les concernés, l'acteur, le commerçant, l'investisseur et mon agent, auquel je dois offrir une formation d'ailleurs. Oui. Donc il faut ce monitoring. Ce monitoring ne peut pas se faire par une agence. Une agence n'est qu'un organe d'exécution. Il faut une politique publique d'investissement pour avoir de l'efficacité dans l'exécution des programmes. Les chiffres que je vous donne, 30% d'exécution, c'est les chiffres du gouvernement. Donc si on a aujourd'hui 90 milliards et on a l'eau à la bouche, on peut avoir plus. Je parlais du nouveau souffle. J'espère que dans les jours qui viennent, dans la période qui vient, et vu maintenant la sensibilité des Algériens à l'enjeu économique, tout le monde sait que c'est l'économie maintenant. Tout est clair. Donc il faut y aller. Voilà.